Il y a au Québec des milliers d'entrepreneurs. Ils sont de tous les âges et dans tous les domaines et ils sont un véritable moteur de l'économie. Je viens à la rencontre des entrepreneurs d'ici, de notre région. Aujourd'hui, j'accueille Anakim Léveillé de Passion Sauvage à Arundel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, c'est quoi Passion Sauvage? Explique-moi ça. En fait, Passion Sauvage, en ce moment, parce que ça n'a pas toujours été ça, en ce moment, c'est surtout de la production de confitures de petits fruits et de la culture de framboises. Donc, on est dans la transformation alimentaire et l'agriculture. Et ça existe depuis quand? J'ai commencé en 2017. À ce moment-là, c'était super embryonnaire parce que j'étais aux études, donc c'était un peu un job d'été que je me suis créé. À ce moment-là, c'était de l'exploration que je faisais dans l'agriculture. Donc, on a bâti une serre. J'ai commencé à cultiver toutes sortes de légumes, de plantes médicinales. J'étais vraiment dans l'exploration. Puis, j'ai commencé à ce moment-là à faire la transformation et à découvrir les marchés publics. Donc, c'est là que j'ai commercialisé pour la première fois mes produits. OK, mais là, on part d'une idée, là, quand on parle. C'est une idée que tu avais, mais tu n'étais pas tout à fait sûre, c'est ça? C'était même pas une idée d'entrepreneuriat, c'était vraiment de la passion à ce moment-là. Donc, j'étais vraiment dans l'exploration, puis je voulais faire grandir mon projet qui était vraiment très embryonnaire, comme que je l'ai dit à ce moment-là. Donc, l'idée s'est bâtie au fur et à mesure. Quand j'ai commencé, je n'avais même pas de carte d'affaires, j'avais même pas d'étiquette sur mes pots, ça n'avait même pas d'image, ça n'avait même pas de nom. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Mais décris-moi le processus, comment ça l'a grandi? Oui, bien c'est ça. En fait, d'abord, c'était la culture. Ensuite, j'ai commencé à... Je juste reculer. Oui, la culture, il faut avoir une terre, il faut avoir quelque chose, oui, il faut avoir un endroit. Tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est une bonne question. J'ai commencé sur le terrain à mon père. Okay. On a bâti la serre à cet endroit-là. OK. Donc, on avait un espace là, pour cultiver. Cet endroit-là, c'est à Mont-Laurier. OK. Donc, j'ai déménagé à Mont-Laurier, puis j'ai commencé à cultiver dans cette serre-là qu'on a bâtie pour justement que je puisse explorer ma passion. Puis, avais-tu déjà de l'expérience en culture de... Pas du tout. C'est vraiment là que je l'ai bâti. Il existe beaucoup de ressources là, pour faire grandir nos connaissances dans le domaine. Donc, j'ai exploré, j'ai cherché les ressources. Donc là, avec l'aide de ton père, tu as fait bâtir une serre. Exact. Tu as commencé à cultiver quoi au juste au début? Bon, d'abord, j'avais des plantes médicinales. C'est ce qui m'intéressait le plus au début. Donc, je faisais de la tisane avec ça. Mais j'ai aussi cultivé des concombres, des tomates. Puis, c'est ça que je transformais. Je faisais de la reliche avec ça, des cornichons à la nette. Okay. Oui, donc c'était ça au début. Puis, tu savais comment déjà faire les reliches et les cornichons? C'est une connaissance que tu avais déjà? Pas tellement. C'est vraiment en me disant, OK, j'ai beaucoup de concombres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, de la reliche. Comment est-ce qu'on fait de la reliche? C'est là que je suis allée chercher des recettes, que j'ai explorées. J'ai très passionnée, donc ça m'intéressait de développer quelque chose qui était intéressant, qui était à mon goût. Donc, c'est comme ça que ça s'est développé. OK. Donc là, tu as une serre. Exact. Tu as une cuisine toute pleine de reliches. Oui, qui est ma cuisine personnelle à ce moment-là. OK. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la suite? Ça a été longtemps comme ça, je dirais, parce que j'étais aux études. Donc, puis l'ambition, c'était pas de faire grossir la chose. Donc, ça a été comme ça, je dirais, 2, 3 ans. Puis... T'as pas accumulé des pots de relish pendant 2 ou 3 ans? Si je produisais pas énormément, c'était vraiment petit à ce moment-là. C'était vraiment juste pour les marchés publics, donc c'est là où je commercialisais mes choses. Faut savoir aussi, au même moment, j'ai découvert la cueillette sauvage, de bleuets sauvages, que je vendais aussi dans les marchés. Donc, c'est important dans l'histoire parce que c'est là qu'est né mon nom aussi. Passion sauvage, ça vient vraiment de la cueillette en forêt. Fait que j'avais portion agriculture, portion cueillette sauvage, puis transformation alimentaire. Donc ça a fait son temps. Ensuite, l'étape d'après, c'était de faire plus de marchés publics. Donc, je me suis inscrite dans d'autres marchés. J'avais 3 ou 4 marchés par semaine. Donc, là, je produisais un petit peu plus à ce moment-là. Puis... le gros changement a été quand j'ai acheté mon terrain à Arundel, où j'ai pu m'établir puis cultiver à plus grosse échelle et construire une cuisine de transformation dédiée exclusivement à la transformation commerciale. Donc, ça a été la transition. Comment on passe de quelqu'un qui fait ça pour le fun, pour sa passion, à avoir l'argent, des connaissances, l'argent pour acheter un terrain, l'argent pour faire construire une cuisine de transformation? C'est quand même, c'est pas évident. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui 100%. doivent se poser la question. Oui, alors, comment on passe de A à B? Oui, c'est vraiment une bonne question. Dans le domaine agroalimentaire, il y a énormément de subventions. Donc ça l'aide beaucoup. C'est sûr que ça fait pas 100% du travail, mais c'est un accompagnement vraiment
significatif. Donc, les subventions, mais aussi j'ai eu de l'aide de l'entourage. Donc, c'est sûr qu'en allant cogner à des portes, en parlant de son projet, puis je pense que quand on est passionné, les gens veulent nous aider. Puis quand ils sentent qu'on veut se dédier à 100% dans notre projet, on trouve l'aide qu'on a besoin. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné pour bâtir mon projet. Et pour le financement, donc c'était des subventions. Oui. Comment savoir bâtir une cuisine industrielle? Est-ce qu'on dit industrielle ou comment? Commerciale. Commerciale. Ouais, une cuisine commerciale. Quand même, il y a des règlements qui encadrent tout ça. Oui, là. Ça, c'est vraiment un défi. Au début, je ne peux pas dire qu'elle est parfaite parce que justement, je n'avais pas toutes les connaissances nécessaires pour le faire. On va chercher les ressources qu'on peut. Il y a beaucoup de gens au MAPAC qui peuvent nous guider dans ça. Mais un exemple, puis ça fait vraiment partie de la réalité des entrepreneurs, c'est qu'on va faire des fois des investissements, on va aller de l'avant dans quelque chose, mais on ne sait pas 100% de comment le faire, donc c'est pas exactement ce dont on a besoin. Donc là, on recule puis on refait d'une autre façon. Par exemple, ma hotte que j'avais installée dans ma cuisine, elle n'était pas suffisamment grosse pour tous les équipements que j'allais avoir de besoin. Donc ça, c'est un changement que j'ai dû faire par la suite. Mais ça s'appelle apprendre sur le tas. C'est vraiment ça, exactement. Ça, c'est ma réalité à 100%. Ouais. À quel moment as-tu dit, ben voyons, c'est ça que je veux faire, je veux développer ça? J'ai fait une maîtrise. Dans le fond, moi, j'ai fait des études en philosophie. Donc, j'ai fait ma maîtrise. À la fin de ma maîtrise, j'étais un petit peu essoufflée des études, puis j'aimais vraiment ce que je faisais là, à côté, qui était justement la commercialisation des confitures surtout. Non, c'est pas vrai. À ce moment-là, je n'étais pas dédiée à 100% sur les confitures, mais j'aimais vraiment ça, mon projet. Donc là, je me suis dit, j'ai acheté le terrain à Arendelle. Je me suis dit, OK, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça de ma vie. Donc, l'enseignement en philosophie, ça ne m'intéressait pas pour faire une carrière dans ça. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, je vais mettre toute mon énergie dans bâtir mon entreprise, puis ça va vraiment être sérieux à ce moment-là. C'est là que c'est devenu sérieux. Donc, quelle sorte de production tu fais en ce moment? En ce moment, je me concentre vraiment sur les confitures. Donc, c'est elles qui sont vraiment commercialisées à plus grande échelle. Donc, qui sont distribuées à travers le Québec en ce moment. Puis, j'ai de la production de framboises. Donc, mon champ, j'ai 1 hectare de framboisiers qui vont entrer en production l'année prochaine. Donc, là, cette année, on a une petite production. Puis, l'année prochaine, là, ça va être vraiment plus gros, on dirait un 60% pour l'année prochaine. Une des questions que je pose souvent à des gens, c'est comment on fait pour trouver des clients? Puis là, tu es parti des marchés publics pour distribuer à la grandeur du Québec. Alors, c'est quoi? Parle-moi de ce cheminement-là. Oui, bien, les marchés publics, c'est vraiment une belle porte d'entrée pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que la clientèle aime, avoir un feedback justement des clients. Ensuite de ça, il faut être prêt pour la commercialisation en épicerie, donc avoir tout ce qu'il faut, le code barre, la table des valeurs nutritives, avoir un étiquetage qui est conforme. Donc là, on va cogner à des portes. On part avec nos produits, une liste de prix établie en fonction des normes du marché. Puis, on rencontre les gens. Puis, les gens, s'ils sont intéressés, ils vont acheter nos produits. Puis, c'est comme ça que ça commence. Puis, un à la fois. Puis, ensuite de ça, là, maintenant, j'ai un distributeur. Donc, là, il fait le travail pour moi d'aller chercher de la clientèle, d'aller ouvrir des points de vente. Donc, c'est vraiment une étape après l'autre. Oui. Puis, je présume que, par exemple, pour faire l'étiquetage, bien là, il faut que tu ailles chercher quelqu'un. C'est pas toi qui fait des dessins sur la table de cuisine? Non, c'est moi qui les ai faits. Donc là, il y a des logiciels qui sont super intéressants. Canva, notamment, là, pour faire du graphisme. Et ensuite de ça, il y a des logiciels pour faire des tables de valeurs nutritives. OK. Donc, ça peut se faire par logiciel. Ça se fait. Oui, tout à fait. On peut faire ça. Puis, pour les codes barres, c'est GS1 qui est celui qui fournit les codes barres. Donc, on s'inscrit, on crée un code barre, puis on peut l'utiliser sur notre produit. Donc, c'est pas quelqu'un qui... C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas compliqué du tout, en fait. C'est compliqué d'aller chercher toutes les informations parce qu'au début, on sait pas ces choses-là. Mais il n'y a rien de compliqué dans ça. Il n'y a vraiment pas de barrière insurmontable. Parfait. On va revenir dans quelques minutes pour parler du cheminement de la philosophe vers quelqu'un qui fait des confitures. Super. À bientôt. Ça marche. Nous voici de retour avec Anakim Léveillé de Passion Sauvage, donc la transformation d'aliments, pour être très général. Mais tu étudiais la philosophie. Oui. Quels éléments de la philosophie de ta formation sont utiles
en entreprise? Bien, je dirais que les études universitaires, ça amène énormément de rigueur. Puis, ça l'oblige aussi à aller cogner à des portes, à développer des capacités de relations sociales. Donc, c'est ces éléments-là surtout là, que j'applique dans ma vie de tous les jours dans mon entreprise. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est qu'à peu près n'importe quelle formation peut être utile, je pense. Oui. Il ne faut pas dire que si on a étudié en philosophie, qu'on ne peut pas être en affaires. Non, à 100%, oui. N'importe quelle formation apporte la rigueur, ça c'est sûr et certain. La philosophie puis l'agriculture, c'est deux domaines qui sont extrêmement, je dirais, à l'opposé, dans le sens où la philosophie c'est très, très dans la tête, tandis que l'agriculture c'est très, très dans la terre. Donc, pour moi, ça a amené un équilibre, dans ma vie. Alors là, je voudrais peut-être parler un peu de ta vie d'entrepreneur de tous les jours. Oui. Parle-moi d'une journée typique. Bon, actuellement, une journée typique, c'est sûr que j'ai de la production en cuisine. Pour l'instant, je suis toute seule. Ma mère m'aide énormément. Donc là, j'ai un champ à m'occuper, j'ai une cuisine de transformation à faire rouler, puis j'ai des suivis à faire, de la comptabilité à faire, des livraisons à faire. Oui, mais tout ça dans une journée, s'il y a une journée typique, là, passe-toi à travers une journée, là, quoi? Tu te lèves à 4 heures du matin, tu vas cueillir ou tu fais la grasse matinée, c'est quoi? J'ai un petit bébé, donc j'ai un petit bébé d'1 an. Donc le matin, je me lève, je m'occupe de mon bébé. Il se fait garder à la maison. Donc, là, à 7h30, sa mamie arrive, s'occupe de lui. Donc, là, ma journée commence un peu à 7h30. Je vais faire souvent une moitié-moitié de journée, donc de la cuisine l'avant-midi, ou l'inverse, ou être dans le champ l'avant-midi quand il fait chaud trop l'après-midi, je vais faire ça. Donc, je fais moitié-moitié. Donc, il y a 1 million de tâches, donc c'est dur de donner une journée typique, là, mais ça va souvent être ça. Je vais séparer ma journée en deux, faire un peu de champ, un peu de cuisine. Mais il va y avoir aussi un rythme saisonnier à ça, comme en agriculture. Oui, vraiment, c'est sûr. Là, en ce moment, c'est l'été, là, donc c'est la saison où le champ prend beaucoup de place. Sinon, l'hiver, ça va vraiment être plus du développement de marché, donc d'aller voir des commerces. C'est ce que je faisais l'année passée. Maintenant que j'ai un distributeur, ça va être un petit peu différent. Je dirais que ça évolue constamment. Mais est-ce qu'il y a une période de l'année où c'est beaucoup plus mollo? Non. Parce que là, il va y avoir les marchés de Noël qui vont commencer en novembre. Là, l'été, ça roule vraiment beaucoup, puis j'ai pas tellement de temps de me faire un inventaire d'avance, donc je vais devoir faire ça pendant l'automne. C'est sûr que là, j'ai eu le temps de respirer un petit peu là, en octobre, de prendre plus mon temps, parce que sinon, c'est plus stressant, parce qu'il y a des délais, et les semaines passent vite. Mais oui, là, ça va être un petit peu plus calme, étant donné que je suis dans l'agriculture. Ça va être un petit peu plus calme dans les mois qui viennent. OK. Tu as des confitures, tu as des recettes. Oui. Comment on fait pour trouver les recettes qui marchent, les recettes qui fonctionnent? Premièrement, il doit y avoir une différence entre une recette qui doit aller en pot versus quelque chose qui peut être mangé frais. Comment on fait pour trouver ce qui marche, ce qui est bon? La bonne recette, on goûte, c'est surtout ça. Donc, c'est par essai, par dosage. Donc, moi, j'utilise seulement des fruits et du sucre. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est vraiment un dosage. J'aime ça quand il n'y a pas trop de sucre pour vraiment garder l'authenticité du fruit. C'est ce que j'aime dans mes confitures. Après ça, c'est d'aller voir, il y a des conseillers en transformation alimentaire. Il y a un organisme qui s'appelle Agri-Conseil qui fournit beaucoup d'aide, des agronomes, des conseillers en transformation qui, eux, peuvent te guider dans les procédés pour la conservation, etc. Donc, c'est vraiment par essai, puis avec le temps qu'on arrive à un produit qui est fini puis qui nous plaît. Là. Supposons qu'on soit dans un marché public, OK? Là, puis moi, je suis un client qui arrive à ton kiosque en marché public. Vends-moi ton produit. J'adore rencontrer les clients. Si quelqu'un est curieux de mes confitures, je vais leur expliquer que c'est un produit qui a vraiment très peu de sucre, qui n'a pas de pectine, donc la texture est super intéressante. Là, ça ne ressemble pas à ce qui est plus commercial en général, qui va être plus gélifié. Là, mais les textures sont vraiment intéressantes à mon goût, à moi. Puis c'est un produit qui est fait avec amour et passion. C'est ce que j'essaie de vendre. Et quand tu es en dialogue avec les clients, qu'est-ce qui accroche le plus? C'est vraiment une question d'énergie, je dirais. Quand je rencontre quelqu'un, je pense que c'est l'énergie que je dégage,
la passion puis la confiance que j'ai en mon produit qui va faire que ça l'accroche plus. Après ça, dans un commerce, quand je suis pas présente, je pense que le packaging, l'image de marque fait le travail à ma place. Étant donné que c'est moi qui l'ai créé, j'ai essayé de transmettre un petit peu l'énergie que je veux donner à mon produit dans cette image-là. Dans tout ça, dans ton travail d'entrepreneur, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Ça évolue constamment, mes défis. En ce moment, c'est de gérer un petit peu la croissance. Donc, je dois engager des employés pour faire le travail en cuisine, pour me dégager du temps. Ça exige une gestion différente des finances. Donc, je dirais que la gestion financière, c'est quand même un défi, de savoir où investir l'argent, quand l'investir. Puis, on va revenir en détail là-dessus dans l'autre segment, mais d'autres choses que tu trouves difficiles? Autre chose que je trouve difficile, des fois, c'est de ne pas connaître les choses avant d'avoir fait une erreur. Okay. Ça, c'est quand même difficile à vivre, mais sait ça, pas ce qu'on sait pas. Exactement. Donc ça, c'est quand même un défi. Puis en termes de facilité, qu'est-ce qui, pour toi, dans tout ça, est le plus facile? Ce qui est le plus facile, c'est de faire ce que j'aime. Donc, j'ai choisi le domaine qui me passionnait. Donc, me lever le matin, pour moi, c'est vraiment pas un défi, c'est un plaisir. J'ai hâte au lundi, j'adore faire ce que je fais, donc ça rend tout plus facile, je dirais. Est-ce que, par exemple, pour des choses comme les finances, tu utilises des logiciels? Comment tu te démêles là-dedans? Est-ce qu'il faut avoir un comptable? Qu'est-ce qu'il faut connaître pour se démêler en finance? Pour l'instant, je ne suis pas incorporée, donc j'ai pas de comptable qui fait ma comptabilité, c'est moi qui le fais. J'ai fait des formations pour ça. Il y a la SADC qui aide beaucoup les entrepreneurs, le CDE aussi qui va aider les entrepreneurs dans ça. Il y a le logiciel QuickBooks qui facilite énormément la comptabilité, donc c'est juste d'entrer les factures, puis les calculs, la gestion des états financiers, tout se fait tout seul. Et donc, avec quelques logiciels et un petit peu d'aide, on arrive à produire quelque chose qui est de base, puis qui évolue avec le temps, mais qui est conforme, puis qui fonctionne, puis voilà. Cette notion d'évolution, de choses, de défis qui changent avec le temps, ça m'intrigue un peu. Oui. Alors, pour toi, ça veut dire que tu as dû apprendre des choses et que tu te sens beaucoup plus confiante dans certains domaines. Là, où est-ce que tu te sens confiante maintenant? Dans ma cuisine, je dirais que j'ai vraiment pris de la confiance dans tout ce qui est les procédés de transformation et même aller rencontrer des clients, ça pose plus de problème. Au début, c'était anxiogène pour moi de présenter ce que je faisais. Je savais pas si je le faisais de la bonne façon, mais quand tu as des oui, ben ça t'encourage à continuer, puis ça confirme que la chose fonctionne. Donc, à ce niveau-là, j'ai pris de la confiance. Au niveau de l'agriculture aussi, j'ai pris de la confiance. Puis aussi en parlant avec d'autres agriculteurs, en voyant que je maîtrise un peu le jargon du domaine, de voir que j'ai ma place maintenant dans ça. Parce que je n'ai pas d'études dans le domaine, donc des fois, on se sent un petit peu imposteur dans ce temps-là. C'est mon cas. Ça est arrivé. Mais on développe aussi une expertise. Et je pense que c'est un point qui est important à soulever, c'est que quand on travaille comme tu le fais, c'est une éducation en soi. Exactement. Oui. Donc, donc, on arrive à développer quelle sorte de compétences que tu penses que tu as développées, à part l'agriculture, là? Au niveau de la comptabilité, je dirais tous les domaines de l'entrepreneuriat que j'expérimente à tous les jours font en sorte que je m'améliore tout le temps, au fil du temps. Donc, des compétences en entrepreneuriat en général, je dirais. Oui. Parfait. Mais écoute, on va revenir dans quelques minutes pour parler un peu des défis puis comment tu entrevois l'avenir. Donc, à bientôt. Je suis de retour avec Anakim Léveillé de Passion Sauvage. On parle de confiture, d'entrepreneuriat et peut-être un petit peu de philosophie. Alors, rebonjour. On va parler un peu des défis. Tu en as fait allusion un petit peu des défis autour de la croissance. Parle-moi un peu de ça. Qu'est-ce qui t'attend? Oui, donc les défis dans mon domaine, il y a les aléas de la météo. L'agriculture, c'est pas un domaine qui est facile. Les framboisiers, c'est aussi une plante qui est super sensible, donc il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des défis à ce niveau-là, ce qui est mon cas. Donc mes framboisiers ont attrapé une maladie qui est incurable. Donc ça, c'est un défi à gérer. Ça va affecter la production, on ne sait pas à quel niveau. Donc ça fait partie des défis. Donc c'est pas des choses qu'on peut nécessairement prévoir, c'est plutôt imprévisible. Donc on doit s'ajuster
avec ce que la nature nous apporte. OK. Donc, c'est un défi en termes d'agriculture, qui sont les défis. Puis, en fait, ce qu'il faut prévoir, c'est qu'il va y en avoir des défis. Exact. Puis ensuite, tu avais mentionné la notion de croissance et peut-être d'employés, parce que là, tu es toute seule. Là. Oui. Pour tout entrepreneur, je pense que c'est un gros moment de passer à tout seul à employé. Comment tu entrevois ça? Je vais tenter. J'ai déjà engagé quelqu'un dans la cuisine. J'ai réalisé que c'était quand même des coûts importants, ne serait-ce que pour la formation. Ça oblige d'être présent sur place. Puis c'est du temps, beaucoup. Puis si la personne fonctionne pas, n'aime pas ça, c'est tout un investissement qui sert à rien en bout de ligne. Donc, cet aspect-là. Donc, j'ai essayé d'engager quelqu'un. Ce que j'ai constaté, c'est que je ne vais pas pouvoir dire j'offre une job à temps plein tout de suite d'entrée de jeu. Là. Il va falloir y aller progressivement, je dirais, avec peut-être un 2 jours semaine de production. Donc, ça va être la première étape, d'engager quelqu'un, de voir comment ça se passe, puis d'ajuster par la suite. Ça implique quoi? À part la formation, ça implique beaucoup de choses. Par exemple, peut-être pour les impôts ou quelque chose comme ça, ou des subventions à payer, ou des... Oui. Qu'est-ce que ça implique d'embaucher quelqu'un? Oui, bien, il y a une demande à faire, justement, là, à Revenu Québec, pour avoir un numéro pour les retenues à la source. Donc, après ça, c'est de faire une déclaration, je crois que c'est à tous les 3 mois. On peut choisir, je pense, la fréquence pour payer ces retenues-là qui sont... toutes les retenues qui sont faites sur une paye. Donc, c'est pas mal la seule chose, je dirais, en fait, de formalité. OK. Ouais. Donc, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment pas compliqué. Mais il faut avoir l'argent pour payer la personne. Et c'est ça, exactement. Donc là, moi, dans mes confitures, il y a un montant qui est réservé pour, justement, la production. Donc, moi, quand c'est moi qui est en cuisine qui produit, cet argent-là, je me la verse à moi. Puis là, au moment où ça va être quelqu'un d'autre, c'est tout prévu. Donc, je sais que ça va fonctionner si les confitures se vendent. Donc, il faut juste que je sois assurée d'avoir une sortie de produit pour avoir un revenu qui va payer cette personne-là. Ouais. Puis en fait, ce qui m'amène à parler d'un autre sujet qui m'intéresse aussi, c'est la notion de marketing, de se faire connaître. Bon, il y a des marchés publics, il y a une interaction personnelle. Mais à part de ça, comment on arrive à se faire connaître? Bien, dans mon domaine en ce moment, ça n'a pas été encore un défi parce que je suis sur les tablettes. Donc, les gens sont en contact avec mon produit. Donc, si ça leur plaît, si ça les intrigue, ils peuvent l'acheter. Mais ça va être un défi pour la suite. Puis, mon distributeur me met un peu de pression justement pour que je développe justement le côté marketing qui est important si on veut croître. Puis, quand tu dis que tu es sur les tablettes, quelle sorte de... C'est des grandes surfaces, des magasins de spécialité? Quelle sorte de magasins on va trouver tes produits? Beaucoup de boulangeries. Donc, il y a une concordance entre le pain et la confiture. Le C'est mes meilleurs points de vente sont les boulangeries. Il y a aussi des épiceries fines, des épiceries de quartier, chocolaterie, boucherie. Donc, tous les petits commerces là, comme ça de spécialité. Là. Pour pouvoir être présent partout comme ça, t'en fais combien de confitures? Combien de pots? C'est une bonne question. En moyenne, je sors une 20aine de caisses par semaine. Donc, une caisse, c'est 12 pots. OK. Qu'on fait le calcul. OK. Et donc, vingtaine, bien, pas à chaque semaine de l'année, là. Oui. Ah oui? Oui. Oui, on a un bon roulement. Là, en ce moment, je suis à 62 points de vente. Donc, ça roule assez bien. C'est une moyenne, c'est sûr. Oui. Les mois les plus faibles, c'est la rentrée des classes, le septembre. Puis février, en janvier, il y a tout le restock après les fêtes. Février, c'est un petit peu plus tranquille. Février et mars, c'est un petit peu plus tranquille, mais en moyenne, c'est quand même, ça roule tout le temps. J'ai jamais réussi à avoir un inventaire d'avance. Ouais. Mais les fruits, etc., pour les transformer, quoi, tu les gardes comment? Je congèle. Ah, OK. Je congèle. J'essaie de transformer le plus possible l'été. Pour l'instant, c'est pas possible. J'ai pas réussi à faire assez. J'ai pas le temps de tout faire. Avec un employé, ça va être différent. Okay. L'année prochaine, ça va être différent. Mais sinon, j'achète aussi congelé l'hiver. Je réussis à m'approvisionner comme ça. Parfait. Je te donnerais une baguette magique pour toi. Qu'est-ce que tu en ferais? Wow! Je guérirais mes framboisiers. OK. Oui, ça serait la première chose, c'est sûr. Ensuite de ça, je préparerais, parce que j'ai 2 parcelles. J'ai une autre parcelle à développer. Je vais pouvoir faire un autre petit fruit, peut-être des vignes.
mais c'est pas certain. Des vignes, des fleurs coupées, ça m'intéresse beaucoup aussi. Donc, je préparais la parcelle parce que c'est quand même vraiment beaucoup de travail il y a des épinettes sur le terrain, donc ça va être de défricher, de mettre de la chaux pour que le sol soit prêt pour la culture, puis de faire les infrastructures nécessaires pour cultiver l'espace. C'est très, très laborieux, donc je ferais que c'est prêt déjà. OK. Ben, en fait, quand tu parles de défricher, là, c'est quand même, tu parles de loin avec tes cultures. Là. Oui, on est parti à un terrain qui n'était pas prêt pour... où est-ce que mes framboisiers sont actuellement, c'était pas prêt pour cultiver. Donc, il y avait des arbres, il a fallu préparer la terre, labourer, engraisser la terre. Il faut le vouloir. Oui, ben oui, c'est nécessaire d'avoir de la passion dans ce qu'on fait si on veut bâtir quelque chose. Oui, il faut le vouloir. Parle-moi un peu de la passion. Ça sort d'où, cette passion-là que tu as pour ce que tu fais? Oui, j'aime beaucoup la croissance de manière générale. Je trouve ça très, très beau de partir de rien puis de faire quelque chose. Donc, de bâtir, ça me passionne énormément. Je trouve ça super satisfaisant de voir les plantes que j'ai plantées donner des fruits. Ça me satisfait beaucoup. Donc, c'est là-dessus que se base ma passion, je crois. OK. Puis, si tu avais à donner des conseils à des jeunes entrepreneurs qui songeraient à se partir ou qui ont peur de le faire, qu'est-ce que tu leur dirais? Faut être un peu fou dans le sens où c'est sûr que si on fait, il faut faire des calculs, il faut que ce soit prévu, il faut que ce soit organisé, mais il ne faut pas s'arrêter par la peur, ça c'est nécessaire. Donc, il faut foncer malgré la peur. Il faut assumer qu'on va faire des erreurs, puis qu'on va faire des erreurs financières, puis il ne faut pas que ça nous jette à terre, il ne faut pas que ça fasse peur, parce qu'en bout de ligne, ça s'équilibre. Il va y avoir des bons coups, il va y avoir des mauvais coups, puis en bout de ligne, si on met toute l'énergie nécessaire, je pense que ça va aller en augmentant, puis que la balance va se faire dans le positif. Donc, ne pas avoir peur des mauvais coups, parce que ça va arriver nécessairement. Ouais. Et dans 5 ou 10 ou 15 ans, où est-ce que tu te vois? Où est-ce qu'on voit Passion Sauvage? Ça va vite. Ça fait... mes confitures sont entrées dans les points de vente en mai 2022 pour la première fois. Donc là, ça fait un tout petit peu plus qu'un an. Puis je suis déjà à l'échelle du Québec. C'est super motivant. Dans 5 ans, ça va vite en ce moment, donc j'y vais plus, je dirais, un trimestre à la fois. Est-ce que tu te vois comme être entrepreneur et diriger ça pendant le reste de ta vie? Oui, certainement. Oui. Je veux continuer de faire grandir la chose, puis la rendre la plus belle possible, la plus épanouie possible. Mon entreprise, c'est un bébé pour moi, là. C'est un peu cliché de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ça, que je veux le meilleur pour elle, puis je vais continuer de faire grandir avec peut-être des nouveaux produits, des nouvelles cultures, diversifier un petit peu, puis voilà. Anna-Kim Léveillé, merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Entrepreneurs en action. Je vous remercie d'être à l'écoute et je vous invite à regarder les autres émissions et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Ici Daniel Drolet. À la prochaine.